Duchesne portera sur les questions de professionnalisation de la médecine traditionnelle africaine, avec une recherche en Côte d'Ivoire. C'est aussi un aspect extrêmement important. Je l'avais peut-être évoqué dans mon propos liminaire. Comment devient-on praticien? Comment est-on reconnu? Comment on se forme? Quel type de validité et d'évaluation de compétences sont ou pas mis en œuvre? Ça, c'est des questions essentielles, puisque, évidemment, promouvoir une médecine traditionnelle de qualité, c'est nécessairement s'assurer que les tradipraticiens soient compétents et qu'on arrive à résoudre la question de l'autoproclamation de tradipraticiens, parce que vous avez aussi un tas de gens, notamment en Europe, qui s'inventent tradipraticiens et qui font des drôles de choses dont on ne comprend pas forcément le sens. Et donc les limites entre le charlatanisme et la vraie pratique est toujours une question difficile à trancher. Et elle peut être tranchée notamment si les processus de professionnalisation, de légitimation, de validation, ça se fait souvent par les pairs, sont effectivement mis en place selon des formes diverses. À toi la parole. Alors, puisque j'ai la parole, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs du colloque et l'université Kadi Ayad qui nous accueille. Et je vais sans doute poser plus de questions que répondre et que faire des recommandations, mais ça c'est le propre de ma discipline, qui est, puisque je suis anthropologue. Je suis enseignante-chercheuse à l'université Paris-Cité aujourd'hui, appelée Paris-Cité. Alors justement, en tant qu'anthropologue, j'ai d'abord étudié des institutions africaines anciennes, thérapeutiques et religieuses, et qui relèvent plutôt de la coutume, et de la coutume, on pourrait dire, animiste, puisque j'ai travaillé auprès de devins et de possédés initiés dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, ce qui a donné lieu à de nombreuses publications et un film au pays où danse le kaolin. Et ce sont une corporation de thérapeutes qu'on retrouve dans tous les royaumes Akan du golfe de Guinée, et qui sont organisés et donc qui ont la charge publique de protéger, de soigner à la fois le royaume, la population d'un royaume, d'un village ou les individus personnellement. Et cette corporation d'ailleurs de thérapeutes a existé dans différents pays africains et perdure au sein des États-nations d'aujourd'hui contemporains. Alors dans la continuité, je travaille donc dans ma recherche aujourd'hui sur l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle, qui d'ailleurs, au terme d'un long processus législatif entamé en 1995, freiné par diverses crises politiques, a donné lieu à la promulgation d'une loi en 2015 relative à l'exercice et à l'organisation justement de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Donc d'emblée est associée la pharmacopée et la médecine. Alors, à propos dont je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit déjà par mes collègues auparavant, mais concernant cette intégration des pratiques de tradition médicale, d'abord dans les soins de santé primaire, puis dans le système sanitaire global, tout ça a été impulsé par tout de même des instances internationales, avec cette définition qui a été reprise et développée dans les autres diaporamas. Moi, j'aimerais la discuter, et j'aimerais qu'on la discute véritablement lors de ce colloque, parce que tout de même évoquer des compétences, des pratiques et des connaissances, et parler de théorie et de croyance, c'est tout à fait dans la même phrase, c'est tout à fait étonnant. Et rappeler que c'est propre à une culture, alors qu'on sait bien qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu des échanges. Et j'aimerais rappeler ici, en guise d'introduction, le travail remarquable d'une historienne des sciences, ghanéenne et américaine, Oseo Asare,
qui, dans Bitter Roots, nous plonge au cœur de la quête historique de l'innovation scientifique à travers 5 histoires de plantes, et notamment la pervenche dont il a été question tout à l'heure, la pervenche de Madagascar. Mais on sait tout de même que les graines circulent, ont circulé, et j'aimerais rappeler qu'avec les graines, on a aussi les pratiques et les savoirs médicaux qui circulent aussi et qui ont de tout temps circulé. Ce qu'on oublie tout de même à travers notre vision très d'un terroir, d'une culture, avec donc ce singulier qui est utilisé. Je pense qu'il faut le remettre en question, et parce qu'il gomme cette médecine traditionnelle au singulier, gomme la pluralité des traditions médicales qui existent à l'échelle d'une région, et bien sûr à l'échelle d'un continent encore plus, et justement revenir sur cette opposition qui est sous-jacente à l'idée de médecine traditionnelle, c'est-à-dire toujours une opposition binaire entre médecine traditionnelle versus une médecine moderne. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de parler avec ces termes-là? On parle aussi de médecine conventionnelle versus non conventionnelle, ou de médecine douce versus scientifique. Enfin, quand on travaille sur ce discours sémantique, médico-politique, parce que je rejoins bien évidemment cette posture-là, elle est tout à fait révélatrice d'un contexte socio-historique particulier, et d'ailleurs particulier à chaque pays. Donc, je vous propose de questionner la reconfiguration de l'espace thérapeutique, alors notamment en Côte d'Ivoire, puisque c'est mon terrain de travail, mon terrain de recherche, et j'aimerais parce qu'en fait on assiste à une redéfinition des rapports entre les thérapeutes, et je veux parler de tous les thérapeutes. Donc une redéfinition des rapports entre tous les thérapeutes et les institutions médicales. Et c'est pourquoi j'ai choisi de développer ici, avec vous d'ailleurs, en discussion avec vous, tout d'abord le terme même de praticien de médecine traditionnelle, comment il a été développé, et puis finalement est-ce qu'on le garde, est-ce que c'est une catégorie qui est opératoire ou qu'on doit véritablement bannir. Enfin c'est des questions évidemment. La question des légitimités, ça c'est important, et puis enfin pour terminer sur celle des professions et de la professionnalisation à travers les formations, les associations et la transmission. Voilà le plan de mon intervention. Alors, pour commencer, mon premier point concerne cette expression, puisqu'on parle aujourd'hui de praticien de médecine traditionnelle. Après avoir essayé de laisser la figure des guérisseurs, puisque ces guérisseurs, le terme même en français utilisé en Afrique, était censé consulter dans le secret, dans l'ombre. Ils ont d'ailleurs été combattus par l'administration coloniale et ont été dévalorisés, si ce n'est non reconnus. Donc Didier Fassin, notamment dans différents écrits, évoque la fin des guérisseurs et qu'il lie avec l'apparition et l'invention des tradipraticiens. Alors, on peut se poser la question, justement, est-ce que véritablement les tradipraticiens ont achevé le règne, le temps des guérisseurs? Je reprends une petite citation d'un sociologue zimbabwéen, Chavunduka et Murray Lost, anthropologue britannique, spécialiste du Nigeria, qui, dans les années 80, ont évoqué les guérisseurs en disant les guérisseurs ont longtemps été traités comme des arbres dans la savane. C'est-à-dire, des arbres dans la savane, ils ont été non cultivés officiellement, mais appréciés et utilisés, en particulier par les femmes et leurs enfants. Alors c'est une citation, et je pense que c'est important non plus d'évoquer avec Didier Fassin la fin des guérisseurs, parce qu'en fait, quand il écrit, Didier Fassin, en 2000, c'est cette idée que les guérisseurs, ce sont ceux qui exercent de façon intermittente, plutôt en milieu rural, et qui finalement, dont le savoir progressivement aurait disparu. Or, je pense que non, et que de toute façon, des savoirs ont toujours été transmis. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Il y a non pas une rupture, à mon avis, mais une perpétuation des savoirs. Alors, évidemment, il y a en même temps, à travers l'avènement des praticiens de médecine traditionnelle, aujourd'hui, c'est encore un nouveau terme qui est venu remplacer, mais pas forcément partout, puisque on voit que dans notre colloque, on évoque les tradipraticiens,
Et dans les différentes diapos présentées avant moi, il était question des tradipraticiens. Et donc, ce qui veut bien dire qu'on n'est jamais dans la rupture. Et là, j'aimerais plutôt faire référence, pour ma part, à des historiens des sciences comme Lauren Daston et Peter Gallison dans leur travail sur l'objectivité scientifique, Objectivity, qui déjà, bon, en résumé, ils distinguent leur démarche de l'approche de Foucault, justement, qui évoque une rupture. Et eux estiment qu'à travers l'émergence d'une nouvelle configuration, eh bien, la nouvelle configuration n'éteint jamais la précédente. Même si elle redéfinit la précédente, même si il va y avoir de nouveaux rapports de force avec ce qui a précédé, ce qui veut dire que même si on change de mot, de guérisseur, tradipraticien, praticien de la médecine traditionnelle, on doit au niveau sémantique s'intéresser plutôt à ce qui relève de différentes strates sémantiques au niveau historique. Et alors, j'aimerais quand même faire référence à la catégorie des praticiens de médecine traditionnelle qui a été d'ailleurs reconnue par l'OAS et notamment par la loi ivoirienne également. Bon, on le connaît, on sait qu'il y a ces 6 catégories: accoucheuses traditionnelles, herboristes, médico-droguistes, avec la nuance entre herboristes et médico-droguistes, j'ai indiqué en italique quand il y a des matières premières plutôt animales et ou minérales. Les naturothérapeutes, eux, ce qui est assez compliqué dans la définition, c'est que vous voyez d'emblée qu'il y a substance naturelle, mais que donc finalement, quelle différence avec ce qu'on verra après, les phytothérapeutes, qui eux, là, utilisent les vertus des plantes. Donc en quoi est-ce qu'un phytothérapeute pourrait être vraiment différent d'un naturothérapeute? C'est des questionnements qu'il faut avoir. Et puis les psychothérapeutes, eux, étant beaucoup plus du côté de l'équilibre spirituel. Alors, ces 6 catégories, ne suffisant pas à enregistrer les praticiens en Côte d'Ivoire, qui ont mis au point, donc au sein du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, c'est ceux avec qui j'ai principalement travaillé, et donc dirigé actuellement par le docteur Croix. Ont été mises au point donc des 2 catégories, des non-spiritualistes et des spiritualistes, avec cette idée que même dans les non-spiritualistes, vous avez aujourd'hui des acupuncteurs qui peuvent s'inscrire, qui peuvent avoir la carte de médecin traditionnel, des diététiciens, je précise tous ceux qui sont en plus de ce qui avait été prévu par l'OAS. Donc cette initiative, même les ophtalmologues traditionnels ou les rebooteurs qu'on connaît dans toute l'Afrique de l'Ouest, j'imagine ici également au Maroc. Et en revanche, une distinction a été faite avec les spiritualistes, où là, on peut effectivement, en étant devin ou commian, que je préfère à féticheur, puisque le terme de fétiche pour moi est lié au colonialisme, ou prophètes ou ritualistes, eh bien, peuvent s'inscrire au sein du programme national de promotion de la médecine traditionnelle et avoir leur carte aujourd'hui. Mais la question restant, évidemment, de comment est-ce que, après, quelle est l'instance qui va légitimer ce statut. Et d'ailleurs, alors, pour terminer sur cette remise en question, je dirais, des termes, finalement, les thérapeutes en Côte d'Ivoire qui s'inscrivent et qui sont reconnus par l'État et auprès desquels j'ai mené ma recherche, mes enquêtes, eh bien, eux-mêmes n'utilisent jamais praticien de médecine traditionnelle. En revanche, par exemple, un monsieur Traoré, je dirais, j'ai anonymisé son nom, se définit lui-même comme étant phytothérapeute, puisqu'il soigne avec des plantes, l'asthme notamment, l'hypertension, et sa femme qui, elle, vend les matières végétales et minérales, est, selon lui, une tradipraticienne, car son savoir a été acquis par transmission de génération en génération. Donc vous voyez, mon idée de strate est tout à fait visible ici. Et sinon, il y a également un autre exemple que je voudrais partager, c'est celui d'un naturothérapeute qui, dans le réseau social, un réseau social WhatsApp, qui est Touche pas ma tradi médecine, écrivait « Je n'apprécie pas beaucoup les foires des tradipraticiens. Je suis en contact avec des laboratoires, pas pour revenir sur ce que nous savons déjà, mais pour une plus grande production. » Bon, on le sait, ils veulent produire plus de produits, pharmaceutiques notamment. « La démarche que j'effectue est scientifique, mais c'est le ministère de la Santé qui nous a logés dans le groupe des
praticiens de la médecine traditionnelle. Nous sommes dans le même pâturage, mais nous ne sommes pas pareils. Donc les enjeux de pouvoir, les enjeux de légitimation sont flagrants aujourd'hui au sein même de ceux qu'on essaie de regrouper au sein de cette catégorie qui finalement mérite d'être questionnée. Alors là, j'aimerais rendre hommage, donc j'aborde mon deuxième point qui est la question de la légitimité, et je tenais à rendre hommage à celle qui est très connue, en tout cas à Abidjan, Maman Biti, qui est décédée en décembre dernier. Et j'ai réalisé un film de recherche, et je voudrais juste vous montrer un passage, un extrait. Le film, c'est Des racines, une loi, il est en accès libre, et je voulais lui donner la parole, parce que quoi de mieux que de donner la parole aux praticiens. Et là, j'essaie de retrouver le... Alors, on a dit qu'on allait essayer de faire directement, je fais un très court, 1 minute, hein. Stop chrono, 4, et j'espère que ça va marcher, sinon il est en libre accès, vous l'aurez très facilement. J'ai dit 4, 5, c'est parce que quand on est technicien et qu'on est orateur en même temps, c'est jamais facile. Je voudrais aller à 5. Non, mais je vais aller à 5. Je veux le numéro, voilà. C'est ça. Bon, est-ce que ça marche ? Voilà, ça commence ici l'extrait. Une minute. Ça va être la fin. Oui, il est en libre accès. Je termine par, elle dit, je ne serais jamais devenue praticienne, c'est le terme d'ailleurs qu'elle utilise, si je n'avais pas eu mes enfants. Et je voulais absolument, donc la transition est faite. Simplement, on n'a pas entendu sa voix, puisqu'elle fait référence à la fois à un savoir, celui de sa famille, mais également, elle a eu beaucoup d'attestations mais qui ne restent que des papiers. Et lorsque vous avez vu les photos par le smartphone, c'est justement pour elle, sa légitimité, elle lui vient des malades, de ceux qu'elle a soignés, et elle montre la plaie, notamment des plaies en lien avec le diabète, des plaies qu'elle a soignées, et elle montre à travers les photos avant et après, et sa légitimité, elle la tient de ces malades, et non pas finalement d'une malle remplie d'attestations et de papiers qu'elle évoque comme étant des diplômes, alors qu'elle-même n'est pas allée à l'école. Et donc cette question de la légitimité, pour moi, est effectivement très importante, parce qu'il s'agit d'évoquer justement le fait que aujourd'hui on a affaire à une professionnalisation des praticiens de la médecine traditionnelle, et en même temps des sociologues comme Fralson, déjà dans les années 80, ont opposé la profession médicale et la médecine africaine, et c'est assez étonnant de voir comment Fralson fait référence au travail de Evans Pritchard, qui a travaillé au Soudan auprès des exorcistes Zandé,
Et il dit l'exorciste Zandé n'est pas un professionnel, ce n'est pas un métier, il n'a pas un savoir stable, ils ne sont pas organisés, donc ils n'ont pas l'exclusivité de ce savoir, et d'autre part, il n'y a pas d'efficacité prouvée. Et donc Frightson, qui était un sociologue américain qui tout de même n'était pas du tout spécialisé dans la médecine africaine, pour moi aurait dû dialoguer avec Donna Meyer, une historienne, qui elle, dans un article qui est trop peu lu, explique comment au XIXe siècle, dans l'Empire Ashanti, donc l'Empire Ashanti du Ghana, il y avait une profession médicale, et notamment, elle revient dans son article sur le fait que trop souvent les anthropologues des années 60, 70 et encore après ont évoqué une médecine qui serait une médecine rituelle, religieuse, alors que la sanitarisation notamment était très connue, et donc elle insiste sur le fait qu'il y a un corps médical où il y a acquisition d'un savoir médical qui est toujours recherché et qui est structuré avec notamment l'organisation et au niveau pyramidal dans ces empires, notamment un spécialiste des remèdes du roi, et donc celui qui était attaché à la fabrication et au traitement à la fabrication des médicaments du roi. J'essaie d'aller assez vite donc dans ma présentation. Je tenais à évoquer les formations qui sont organisées, alors toujours pour les praticiens de médecine traditionnelle, je garde le terme tel qu'il est utilisé par le programme national ivoirien, et qui donne des formations auxquelles j'ai participé, notamment celles sur le renforcement des pathologies des praticiens de médecine traditionnelle, sur le diagnostic différentiel du paludisme dans les districts sanitaires, et qui figure dans mon film, justement. Mais vous voyez que les formations sont très diverses et ne peuvent en réalité pas s'adresser à l'ensemble des praticiens. Et sans doute faudrait-il essayer de regrouper les praticiens selon des spécialités. Mais tous sont très demandeurs de formation, bien sûr. Et pour certains, ce qu'ils ont rapporté comme étant des apports des formations, ce sont au niveau de l'organisation de leur travail, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces praticiens sont souvent seuls, et ne travaillent pas de manière collective et bureaucratique comme la médecine à l'hôpital. Et là, ils essayaient d'organiser leur travail, et de ces formations, ils disent que ça les a aidés. Ça les aide également pour ceux qui doivent conditionner, conserver leurs plantes. Ils évoquaient le fait des étagères, ou bien également, alors ce qui est intéressant et ce qui doit être questionné d'ailleurs, c'est le fait que pour eux, mélanger des plantes, c'était plutôt avant, et qu'il semble qu'ils aient compris qu'aujourd'hui, il y a différentes classes, différentes molécules, mais vous comprenez quand même déjà, est-ce que jusqu'où la formation est adaptée à ceux qui viennent en formation? Moi, c'est ce que je veux aussi questionner avec vous. En revanche, évidemment, ils disent avoir acquis des connaissances sur les pathologies, et par exemple le fait que la maladie oiseau, qui est connue dans toute l'Afrique de l'Ouest, soit aujourd'hui considérée comme étant le palu. Effectivement, on voit qu'on passe d'une nosologie plutôt dans les termes vernaculaires, de différentes langues africaines, ouest-africaines, à l'idée que c'est bien des convulsions des enfants dues au paludisme. Alors, en même temps, on a donc des praticiens de médecine traditionnelle qui sont avides de formation prodiguée par les universitaires en médecine générale ou en biologie. Et en même temps, on a des enseignements pour les étudiants en faculté. Alors, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Alors, moi, c'est des travaux en cours. J'aimerais continuer à travailler sur ces questions. S'agit-il de la médecine traditionnelle? Est-ce qu'on continue à dire médecine traditionnelle? Est-ce que c'est de la phytothérapie? Bon, j'ai été très intéressée par la présentation précédente, juste avant. Est-ce que c'est de l'ethnobotanique? C'est ce qui se fait notamment à Abidjan et à Daloa, à l'université de Daloa. Donc, c'est des questionnements. Moi, je pense qu'il faut continuer à questionner ce qui se fait et donc, finalement, ce que j'aimerais souligner, c'est que la professionnalisation dans le champ médical, c'est un processus. C'est un processus qui est toujours en cours, bien sûr qui est inachevé et qui, de toute façon, est très complexe. Et c'est pour ça que c'est ça l'intérêt de
du dialogue qui là nous est offert entre les sciences sociales, j'entends effectivement sciences politiques évidemment, mais anthropologie et sociologie, avec les biologistes, les pharmacologues, pharmacognosistes. Alors, pour terminer, parce que j'ai essayé vraiment d'être brève, je voudrais dire à quel point mon objectif ici a été de simplement contribuer à ce que Claude Perrault, l'anthropologue que vous connaissez sans aucun doute, qui a écrit cet ouvrage, enfin à qui on a rendu un hommage dans cet ouvrage collectif Se soigner au Mali, une contribution des sciences sociales, hommage donc à Claire Perrault. Il a écrit dans son épilogue: selon lui, la médecine traditionnelle devrait bénéficier non pas seulement d'une reconnaissance juridique, aujourd'hui elle l'a, normalement elle l'a, ni même d'une reconnaissance de fait, elle l'a, sans aucun doute, mais d'une reconnaissance théorique. Et de ce point de vue-là, je souhaite contribuer à ce qu'il y ait une reconnaissance théorique, mais avec des propositions théoriques, et notamment celles qui visent à dépasser les schémas dualistes qui opposeraient, je vous l'ai déjà dit, une médecine qui serait dite moderne et une médecine qui serait dite traditionnelle. Je préfère proposer une lecture globale et historique de ce qui aujourd'hui est en jeu dans le champ médical en Afrique subsaharienne. Et puis, parce que ce qui est en jeu, c'est quand même une reconfiguration, je l'ai déjà dit, mais je voulais terminer par cela, une reconfiguration de l'espace social de la santé, parce que dans cet espace social de la santé, les territoires et les frontières de chaque métier se redéfinissent, des modes différents de légitimation des soignants s'établissent, et finalement, des nouveaux rapports de pouvoir entre les professionnels, la société et l'État se distribuent. Et puis enfin, il n'est pas exclu que nos recherches qui sont menées dans les pays africains permettent une meilleure compréhension des enjeux présents autour des métiers de la santé dans les sociétés européennes, par le biais de ce que Georges Ballandier, anthropologue de notre université, a appelé ce détour anthropologique. Voilà, je vous remercie et je souhaite de tout cœur qu'on ait le temps d'échanger et de répondre à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, nous avons tendance parfois à avoir une pensée un peu binaire. C'est toute la difficulté. Donc ça, il faut effectivement le retravailler, le dépasser. On s'est d'ailleurs aussi posé la question, ethnomédecine, est-ce que c'est un bon terme, etc. Comme s'il y avait la médecine, la vraie médecine occidentale avec ses preuves, etc. Et puis les ethnomédecines. Or, on peut très bien considérer que la médecine occidentale est aussi une ethnomédecine qui est inscrite dans un contexte civilisationnel tout à fait propre. Il n'y a pas d'indépendance de la science telle qu'on la définit par rapport aux conditions historiques dans lesquelles elle se place. Et d'ailleurs, la médecine moderne est aussi une médecine qui n'est pas fixe, qui est changeante. Enfin, on peut inverser les propositions de Fredson qu'on a évoquées tout à l'heure.